Alors, bienvenue sur cette capsule qui porte sur le film et la littératie multimodale en classe d'études sociales. Donc, on va aller à la prochaine diapositive, si mon ordi me laisse y aller. OK, on y est. Donc, si on avait été en classe, on aurait fait une petite discussion. Donc là, vous devez plutôt vous poser ces questions-là là, dans votre tête. Donc, au niveau de votre parcours scolaire, au primaire, au secondaire, d'abord, est-ce que c'est souvent dans la classe d'histoire qu'on vous présentait des films historiques? Est-ce que les enseignants utilisaient aussi autre chose que des films? Est-ce qu'ils allaient vers le jeu vidéo, vers la bande dessinée? À quoi vous pensez comme autre chose que le manuel ou le récit de l'enseignant quand vous pensez à vos cours d'histoire? Et si on parle plus précisément du film, comment c'était utilisé? Donc, quand je fais cette discussion-là en classe, j'ai toutes sortes de réponses, évidemment, comme il y a toutes sortes d'enseignants. Donc, très souvent, on me dit, c'était un peu comme une récompense le vendredi après-midi, ou bien l'enseignant voulait illustrer ce qu'on avait appris en classe, donc il nous présentait le film. Donc ça, c'est une façon assez traditionnelle d'utiliser le film. Mais il y en avait d'autres qui me disaient, non, notre prof, il nous présentait le film pour qu'on voit des anachronismes, donc qu'on voit des erreurs historiques qui étaient là, ou pour nous présenter un récit qui était différent. Donc, il y a aussi une façon d'aller chercher un usage plus critique du film historique en classe. Maintenant, vous allez enseigner à l'élémentaire, quelles sont les limites ou les risques à l'usage d'un film dans une classe au primaire? Bien évidemment, quand on parle de films historiques, c'est très rare qu'on a des films tout jolis, tout gentils et sans violence. Alors, c'est plutôt l'inverse en général. Donc, on doit se poser des questions sur le type de film qu'on peut présenter, sur les scènes. Donc, ça peut impliquer qu'on fasse des choix, qu'on coupe des éléments ou qu'on décide qu'un film est tout simplement trop dur pour des enfants de l'âge élémentaire. Évidemment, vous avez des classements qui sont offerts par les différents gouvernements. Donc, des fois, c'est même pas le même classement aux États-Unis, au Canada ou entre les provinces. Donc, ça peut être difficile de s'y retrouver. C'est mieux de vous fier à votre jugement et que si vous avez un quelconque doute, allez vous informer auprès de votre direction ou écrivez aux parents. Mais dans tous les cas, pour présenter un film, faites preuve de jugement. Si vous pensez que ça peut créer un problème dans la classe, ne le présentez pas ou coupez la scène en question. Maintenant, vous allez voir qu'il y a des possibilités justement de sélectionner des éléments. Il y a certains films qui sont aussi qu'il est possible de présenter. Donc, et évidemment, ça suscite en général la motivation chez les élèves. Puis, il y a autre chose que le film historique aussi. Il y a les documentaires qu'on peut présenter. Il y a des très courts films. Il y a des sources primaires qui sont en vidéo. Il y a le jeu vidéo. Il y a la chanson. Donc, on peut vraiment, au niveau de ce qu'on appelle multimodal, les différents modes médiatiques qui existent, aller les utiliser dans une classe d'études sociales. Donc, ce qui est important, et bon, ça ne va pas vous surprendre avec ce qu'on fait depuis le début de la session, c'est que si je décide d'utiliser un extrait de film ou un film en classe d'études sociales, je vais vouloir problématiser ou amener les élèves à réfléchir de façon critique à ce que je leur présente. Donc, pourquoi c'est important? Les élèves que vous avez, et même vous, votre génération, mais de plus en plus, on grandit dans un monde médiatique. Les élèves sont soumis à une multitude de sortes de discours, puis il faut les aider à se retrouver là-dedans et à développer leur esprit critique pour se poser des questions qui les aident à mieux comprendre d'où vient le message qui est transmis par chacun de ces films, par chacun de ces différents documents médiatiques que l'on leur présente. Donc, on peut aller essayer de créer un conflit cognitif. Ça peut être une bonne façon de les outiller à la pensée critique, mais ça peut aussi être simplement de leur poser des questions toutes simples. On va regarder des exemples par la suite. Est-ce que c'est possible au primaire? Oui. Il y a des exemples. Évidemment, on pourrait utiliser Pocahontas. Maintenant, Pocahontas, évidemment, c'est fait par Disney. Ça vient avec le fait que c'est fait par Disney. Si vous faites simplement des recherches en ligne, si on se demande, est-ce qu'un film est réel historiquement? Est-ce qu'il se base
sur quelque chose de vrai. Bien, sachez que Pocahontas, oui, c'est basé sur une histoire réelle. Maintenant, il y a des choix qui ont été faits par Disney, il y a des éléments qui ont été modifiés, des choses qui ont été omis, il y a la façon de présenter Pocahontas, le visage qui a été légèrement occidentalisé pour plaire à un public qui est plus occidental, entre guillemets. Donc, il y a plein de choix qui ont été faits comme ça. Comment je peux aller m'informer là-dessus? Bien, on est chanceux en 2018 en faisant des recherches. On peut trouver des articles scientifiques ou même des articles de blog, mais là, il faut aller aussi vérifier la fiabilité des contenus qu'on y trouve, mais des historiens qui ont fait des commentaires à propos des films historiques, à savoir qu'est-ce qui était réel ou pas, qu'est-ce qui est basé sur une version des faits, quels choix ont été faits. Donc, il existe des critiques en ligne de chercheurs qui ont été faits. Et l'autre chose qu'on peut faire, c'est aller voir, aller essayer de corroborer avec simplement des articles ou des encyclopédies qui nous parleraient de cette époque-là. Donc, pour aller voir si réellement le contenu du film qu'on présente peut être corroboré par d'autres historiens, par d'autres récits historiques. Il y a un film qui s'appelle Nouvelle-France. C'est pas un film qui a été très bien reçu par la critique, mais c'est un film où il y a une histoire d'amour, où on peut aller chercher du moins des scènes qui peuvent être intéressantes pour parler de l'époque de la Nouvelle-France, surtout en 5e année. Donc, il y a là peut-être quelque chose à aller voir. Il y a tous les Astérix. Astérix, c'est très bon pour aller travailler le concept d'anachronisme. Si vous ne savez pas c'est quoi un anachronisme, il y a les anachronismes qui sont évidents, c'est des erreurs historiques. Hein? Donc, si un personnage porte une montre dans un film et que c'est supposé représenter l'Antiquité, ben on a un anachronisme. S'il parle une langue parlée qui correspond à la langue parlée d'aujourd'hui, c'est un anachronisme. Donc, Astérix est très bon. Astérix le fait par exprès de créer des anachronismes. Donc, c'est une bonne façon d'aller développer ce concept-là chez les tout-petits, d'aller chercher à identifier qu'est-ce qui se retrouve en Antiquité et qu'est-ce qui ne se retrouve pas en Antiquité. Charlie Chaplin a d'excellentes vidéos. Je pense particulièrement, si vous faites une recherche sur YouTube, au temps moderne, les temps modernes, vous pouvez l'écrire en français ou vous allez le trouver plus facilement en anglais avec Modern Times. C'est vraiment une belle critique de l'industrialisation. Et c'est intéressant aussi parce que ça devient une source primaire, parce que c'est un regard porté par un cinéaste à l'époque sur son époque. Donc, c'est assez intéressant d'aller voir ce qu'il y a là et ça passe par l'humour et en général, les enfants aiment beaucoup. Puis, il y a la possibilité d'aller chercher simplement un 5 ou un 10 minutes à l'intérieur de ça pour analyser par la suite. Et il y a des films plus difficiles. Hein? On peut penser à Robe noire, qui est une traduction de Black Robe, qui est un film où il y a des éléments vraiment intéressants sur la rencontre entre les Européens et les Autochtones durant la période de la Nouvelle-France. Mais c'est un film où il y a beaucoup de violence, il y a de la torture, il y a de la sexualité. Donc, évidemment, on ne pourrait pas le présenter dans son ensemble. Il faudrait, même là, au niveau secondaire, quand je le présentais, je coupais de nombreuses scènes pour pouvoir aller vers ce qui était essentiel là, pour le propos de la classe, pour ce qui était à l'étude. Le patriote, là, on ne parle pas des patriotes du Bas-Canada, on parle vraiment des patriotes au niveau des 13 colonies, les 13 colonies qui sont devenues après les États-Unis. Donc, le patriote avec Mel Gibson, là aussi, il y a quelques scènes qui peuvent être intéressantes. Je pense surtout au programme québécois pour lequel il y a les 13 colonies qui sont à l'étude. Mais là aussi, je vais devoir sélectionner des scènes. Et à chaque fois, je dois remettre dans le contexte. Il y a beaucoup de critiques qui ont été faites de ce film-là pour une présentation très patriotique et très peu critique de ce qui s'est passé. Et pour aussi, par exemple, par rapport à l'esclavage noir, bien, on a rendu le personnage principal comme étant un non-esclavagiste pour finalement le rendre sympathique aux yeux du public actuel, mais est-ce que c'est réaliste par rapport à l'époque? Donc, c'est des questions qu'on peut se poser.
On peut aussi présenter des vidéos qui sont des sources primaires, des discours politiques qui se retrouvent facilement. On a plusieurs éléments aussi qu'on peut aller chercher par la base de données Curio. Je crois que je l'ai présenté au groupe d'Ottawa. La façon la plus simple d'aller pour la base de données Curio, c'est d'aller chercher via le site de la bibliothèque de l'Université d'Ottawa. Vous choisissez l'onglet base de données, vous allez à la lettre C et le dernier en bas, c'est Curio. Et Curio vous donne accès à une panoplie de vidéos de CBC et de Radio-Canada. Puis, on peut aller chercher par province, par programme d'études, par matière, et donc trouver des documents qui sont très intéressants pour les sujets à l'étude. Alors, j'ai simplement mis une petite citation ici de Laferrière et Martel, Virginie Martel, qui est professeure à l'Université du Québec à Rimouski, qui a beaucoup travaillé ces questions-là de l'usage du film et de différents outils médiatiques en classe d'histoire. Donc, j'aimais beaucoup la dernière phrase, là, donc les différents supports qu'on peut utiliser, oui, ça nous sert à nous informer, mais il faut penser que ça redéfinit le rapport à l'apprentissage, à la lecture des textes, la lecture de l'image et du son, et donc de penser à l'élément de jugement critique, et donc d'amener les élèves à réfléchir de façon critique pour mieux comprendre le monde qui les entoure. Comment on fait ça? Bien, on fait une critique de sources. C'est la même façon quand on a regardé en classe l'analyse des sources. Donc, on va se demander, est-ce que c'est une source primaire? Est-ce que c'est une source secondaire? Est-ce qu'il y a des biais? Qui l'a fait et pourquoi? Je vais analyser c'est quoi le type de document qui est présenté. Donc, qui a produit ça? Pourquoi? Qu'est-ce que ça m'apprend? Etc. Quand je décide de présenter un film en classe, il y a plusieurs étapes. On va passer au travers. Mais ce qui est important pour moi, c'est beaucoup la première étape, c'est-à-dire la préparation. Okay, vous allez rire, mais ça peut vous sembler évident, mais des fois, on fait le choix de présenter un film et on ne l'a même pas écouté avant. Alors ça, c'est la pire erreur qu'on peut faire parce que c'est là qu'on peut tomber dans toutes sortes de gaffes, dont celle de présenter un film bien trop violent, où il y a des scènes à laquelle on ne s'est pas attendu. Donc, il faut vraiment que j'aie réfléchi au film que j'ai choisi. Qu'est-ce que je voulais faire avec? Est-ce qu'il y a vraiment un lien avec le problème? Est-ce que c'est la meilleure façon d'aller chercher l'intérêt des enfants et d'arriver à mon but? Donc, d'aller sélectionner ma source, de me demander aussi si c'est de la fiction ou est-ce que c'est un documentaire, à quel point c'est vieux, à quel point ça va aller chercher l'intérêt des enfants, est-ce qu'il y a du contenu sensible. Donc, cette étape-là, elle est fondamentale et je ne peux pas la sauter. Les autres étapes qui sont proposées ici, c'est de faire un prévisionnement, ça veut dire de poser des questions aux enfants avant de présenter le film. Donc, de ne pas simplement appuyer sur play, mais de poser des questions auparavant. Je peux susciter une grande question, leur demander, quand on va écouter le film, posez-vous cette question-là. Mais je peux aussi les amener à réfléchir sur le contenu qu'ils vont voir en faisant appel à leurs connaissances antérieures. Donc, qu'est-ce que vous connaissez déjà sur ce qu'on va voir? Est-ce qu'il y en a des enfants qui ont déjà vu le film? Donc, on pourrait aussi faire des activités différentes. Qu'est-ce que le KWLC, là, en français, on le traduit plus souvent par SVA. Vous avez peut-être vu dans vos cours déjà. Donc, qu'est-ce que je sais? Qu'est-ce que je veux savoir? Qu'est-ce que j'ai appris? Donc, c'est des questions aussi qu'on peut poser à ce moment-là. Et pendant le visionnement, je peux proposer une tâche. Ça, c'est pas tout le temps qu'on le fait. Puis, il faut éviter de tomber dans le piège de proposer une tâche, d'aller repérer des éléments très de connaissances. Hein? Donc, des fois, ça peut nous sembler, c'est une façon d'éviter que les enfants s'endorment, mais en même temps, des fois, d'écrire en même temps qu'on est en train d'écouter, ça va faire qu'on va en manquer des bouts aussi. Et là, les enfants vont vous demander « Ah, mettez pause parce que là, il y a la réponse là, puis il y en a qui vont l'avoir manqué. » Donc, c'est pas toujours très efficace en général d'avoir plus une question très large. Vous demandez aux élèves de se concentrer sur l'un des personnages. Puis là, on peut donner des personnages à différents élèves dans la classe. Donc, ou un groupe en particulier.
Donc, je peux proposer une tâche, mais on ne veut pas que cette tâche-là soit trop demandante et que ça empêche les enfants de se concentrer puis de bien écouter le film en question. Et à la fin, je fais le retour. Donc, je vais proposer une tâche pour réinvestir les informations que j'ai vues pendant la projection. Là, moi, je trouvais qu'il y avait des exemples d'activités qui étaient bien intéressants, comme l'idée de retravailler un scénario plus inclusif. Donc, si on a juste une vision des choses qui est présentée, est-ce qu'on pourrait ajouter un personnage qui viendrait ajouter un élément ici? On pourrait aussi dire, bien, quelle serait la suite du film? Hein? Des fois, un film, ou bien arrêter le film après un certain moment, puis demander aux élèves des hypothèses sur quelle est la suite. Ça ne marche pas si vous avez des enfants qui l'ont déjà vu, mais si vous avez des enfants qui n'ont pas vu ce film-là, c'est une possibilité. Je pourrais aussi, avec des enfants un peu plus âgés, créer un débat ou une discussion en lien avec un enjeu historique ou contemporain. Je pourrais aussi faire un travail par lequel je vais aller comparer le contenu de ce qu'ils ont appris dans le film ou ce qu'ils ont vu dans le film et le comparer avec d'autres sources historiques, donc avoir d'autres extraits de sources primaires ou secondaires, des documents iconographiques, d'autres types de documents, un autre film ou un film de fiction, un documentaire, et donc de faire une comparaison entre les deux. Donc voilà quelques idées. Je voulais aussi vous parler du test de Bechdel. C'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé un peu plus récemment. Donc le test de Bechdel, c'est une façon assez simple d'aller amener un point de vue critique par rapport à un film et de le faire de façon amusante parce que c'est 3 critères, vous allez voir. Et ça porte sur quoi? Ça porte sur la représentation équitable ou non des femmes dans les œuvres médiatiques. Donc, je vais vous parler du test de Bechdel. C'est un test qui a été créé par Alison Bechdel, qui est une BDiste américaine. Au début des années 1980, vous avez l'extrait de la BD où elle en parle. C'est parti de là, mais c'est plus complexe, là, toute l'histoire maintenant, pourquoi c'est rendu très populaire. Ça fait peu de temps qu'on en parle autant. Il y a 3 règles. Donc, elles sont très simples pour les enfants à comprendre. Il y a au moins 2 femmes dans le film qui a été présenté et les 2 portent un nom. Alors, vous allez trouver ça drôle, mais il y a beaucoup de films, vous pouvez réfléchir, beaucoup de films, particulièrement des films d'Hollywood, où ça n'arrive pas. Alors, le deuxième critère, c'est que ces 2 femmes qui sont nommées parlent ensemble à au moins un moment dans l'œuvre. Donc, elles ont un dialogue entre elles. Et le dernier critère c'est qu'elles soient en train de parler d'autre chose que d'un homme ou des hommes ou d'un autre personnage masculin. Donc, ça peut paraître tout simple, mais il y a, maintenant on est rendu à peu près 60% des films qui passent le test, ce qui veut dire que 40% l'échouent. Et si on parle des blockbusters, donc des films à gros budget, bien là on est à un pourcentage bien moins grand qui passe le test. Donc, on a des questions à se poser. Et une façon de voir aussi l'absurdité de tout ça, c'est de se poser le test à l'inverse. Si on mettait ça au masculin, donc 2 hommes dans une œuvre qui porte un nom, qui parlent ensemble à un moment dans le film et qui parlent d'autres choses que des femmes, bien là, on est à un pourcentage de 97-98% des films qui passent le test. Donc, il y a réellement une problématique dans la représentation des femmes. Ce test-là, il ne répond pas à tout. Il a plusieurs limites. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller chercher dessus. Ce n'est pas un test parfait, mais je trouve que c'est une belle façon de simplement amener un débat ou une question critique en classe par rapport aux œuvres médiatiques. Puis je vous invite à vous poser la question des derniers films que vous avez vus, s'ils passent ou pas ce test de Bechdel. Puis, bien, une fois que j'ai amené mes élèves à réfléchir là-dessus, je peux pousser un peu plus loin les questions au niveau de différents éléments. Donc, vous vous rappelez qu'on avait déjà vu ça pour les sources écrites, on l'a vu un peu en début de diaporama, donc je peux faire une critique interne et externe, me demander qui a produit le film, dans quelles conditions ça a été élaboré, pourquoi, c'était qui l'auditoire visé. Et donc, qu'est-ce qu'on peut voir à ce moment-là? On peut remarquer que des films qui sont réalisés par les femmes passent plus souvent le test que les films réalisés par les hommes. Pas
tout le temps, mais il y a un plus fort pourcentage des films réalisés par les femmes qui passent le test. Donc, c'est déjà intéressant en soi. On peut aussi se demander la provenance du financement, et là, on se rend compte que les films qui ont les plus gros budgets passent moins souvent le test. Donc, là aussi, c'est intéressant au niveau du questionnement critique. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez savoir aussi qu'il y a des pays comme la Suède qui ont pris la décision que pour avoir un financement, un film ou une série télé doit passer le test de Bechdel. Donc, ça fait partie des critères qui sont exigés pour avoir une subvention au niveau de la production des œuvres médiatiques que de passer ce test-là. La deuxième chose qu'on peut faire, c'est de corroborer. Je vous ai donné des exemples tantôt. Donc, est-ce que je peux aller voir d'autres films, d'autres œuvres de fiction ou d'autres documents? Est-ce qu'on va avoir la même information sur le même événement? Et est-ce que les femmes y sont représentées de la même façon? C'est pas toujours simple de trouver un film historique qui traite exactement du même événement. Il y a des choses comme la Deuxième Guerre mondiale pour lesquelles il y a énormément de films. Mais dans la majorité des cas, c'est un peu plus difficile à trouver. Donc, des fois, il faut aller vers d'autres types de documents pour pouvoir faire cette corroboration. Et finalement, la contextualisation, c'est d'aller se demander le contexte qui est représenté. Si je suis dans le cas d'une bataille militaire, est-ce que ça vient expliquer pourquoi il y a moins de femmes? Mais à ce moment-là, même s'il y a moins de femmes dans le contexte militaire-là, on peut poser la question aux enfants, où étaient les femmes à ce moment-là? Oui, il y avait des infirmières, oui, on est sur le champ de bataille, mais qu'est-ce que faisait 50% de la population? Quelle était la contribution des femmes à la guerre et pourquoi c'est plus rarement présenté dans les films? On peut aussi se poser la question du contexte. Là, ça devrait être un B, là. Je vais le corriger, je viens de voir ça. Du contexte de création de l'œuvre. Donc, des fois, notre film date d'une certaine époque. Donc, là aussi, ce n'est pas simplement ce qui est représenté, mais aussi l'époque à laquelle on a fait le film qui va avoir un impact sur ce qu'on y présente. OK. Donc, voilà des questions qu'on peut se poser en complément. Je vous ai beaucoup parlé du film et là, je vais vous inviter, si vous allez dans le diaporama sans le son, à aller voir d'autres choses. Si on avait plus de temps que ce cours d'été, ça pourrait être intéressant d'aller voir toute une panoplie. Là, je vous en donne quelques exemples, puis vous avez les hyperliens. Donc, si vous allez dans le diaporama sans le son, vous pouvez les cliquer. Donc, au niveau de la chanson, il y a toutes sortes de chansons qu'on peut utiliser. Je vous en mets un exemple ici. J'aime beaucoup celle de cette chanson-là de la Bolduc qui parle de la crise économique parce qu'on a une source primaire. Donc, on peut vraiment aller voir une chanson de l'époque. Ça peut demander de faire jouer la chanson une première fois en classe avant de la travailler de façon plus critique parce que les enfants vont trouver ça très drôle parce que c'est pas vraiment, ça sonne pas vraiment comme les chansons qu'ils sont habitués d'écouter. Mais après une première écoute où on les a laissés se défouler et rire, c'est normal, c'est différent pour eux, je peux faire une écoute là, un peu plus sérieuse avec le texte des paroles. Au niveau de la bande dessinée, il y a un groupe qui s'appelle le Limier. Là aussi, je vous invite à consulter le site. Vous avez toutes sortes de guides pédagogiques et d'activités qui sont préparés. Il n'y a pas que la bande dessinée, mais il y a beaucoup d'exemples avec la bande dessinée. C'est en fonction du programme québécois, mais il y a beaucoup de liens à faire avec la 5e, la 6e année, côté du curriculum ontarien. Donc, le Limier, il y a plein de guides pédagogiques si vous allez dans la section ressources. Donc, très intéressant aussi comme site. Toutes les activités sont montées pour vous à partir du programme. Au niveau des jeux vidéo, là, je m'y connais moins, mais je connais des collègues qui ont travaillé et il y a eu un projet fait avec le jeu vidéo Minecraft par rapport à la Nouvelle-France encore, donc à faire vraiment vivre une expérience immersive aux enfants, de se retrouver en Nouvelle-France, de devoir faire des choix au niveau des matériaux des maisons, au niveau de la traite des fourrures. Donc, vous avez un article là, qui traite de ce projet-là qui vient de la presse. Donc, voilà pour quelques idées que je vous invite à explorer. Puis, amusez-vous, rappelez-vous d'utiliser ces outils-là de manière critique et d'amener vos élèves à y réfléchir de façon critique tout en s'amusant. Voilà!